Bonsoir. Je prends le temps ce soir de m'adresser à vous toutes, vous tous qui voudrez m'écouter, de retour du Sénégal et au moment où des décisions sont prises concernant la situation en Nouvelle-Calédonie. Je dis Nouvelle-Calédonie, quoique les indépendantistes l'appellent Kanaki, pour la raison que le Congrès du territoire a voté que le nom du territoire serait Nouvelle-Calédonie. Mais pour autant, vous le voyez, rien que pour désigner le sujet, il faut déjà prendre des précautions d'énoncer, à juste titre, pour que l'on comprenne bien les événements ou qu'on essaye de les comprendre dans leur profondeur, qui ont lieu en ce moment en Nouvelle-Calédonie, et pourquoi la voie qui a été prise, qui est celle du rétablissement de l'ordre par la force, ne mènera nulle part. Il faut qu'un certain nombre d'informations soient connues et assimilées pour bien comprendre. La Nouvelle-Calédonie est une terre très lointaine. Quand on prend l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle et qu'on transite pour aller jusqu'à l'aéroport La Tontouta de Nouméa, qui est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on se trouve à 12 000 km de distance de Paris, à 9 heures de décalage. C'est une terre lointaine et la plus proche des terres qui l'entourent, c'est l'Australie, à plus de 3000 km de distance. Un peu comme la distance de Paris à Moscou. Et dans cette distance, il n'y a que l'océan infini, l'océan Pacifique. Dès lors, c'est une situation exceptionnelle qui en a fait une terre française. En tout cas, une terre annexée par la France. Les Anglais s'y étaient présentés à la fin du XVIIIe siècle, vers 1774, si mes souvenirs sont bons. Et puis, dans la compétition entre les Français et les Anglais, les Français se sont établis là-bas sous Napoléon III, en prenant de force l'île, qui comportait alors aux alentours d'1 million d'habitants, peut-être un peu moins. Aussitôt, on eut donc une terre prise de force, où l'on comptait faire de la culture de la canne à sucre, ce qui fut un échec total, et dont on ne sut ensuite quoi faire, si bien que l'on décida d'y installer un bagne. Et à partir de là, pour garder cette colonie, pour justifier la raison de s'y trouver de force, on décida, les autorités françaises, d'en faire une colonie de peuplement par tous les moyens possibles. Le premier d'entre eux a été de faire en sorte que les bagnards qui finissaient leur peine bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Nouvelle-Calédonie et d'une obligation d'y rester, à qui on donnait des bouts de terre prises évidemment au Kanak. Tant et si bien que l'histoire a présenté une sorte de conjonction des révoltes. Tandis qu'il y avait à Paris la Commune de Paris en 1871, puis qu'il y eut en Algérie les insurrections générales qui conduisirent les Berbères à entrer en dissidence totale avec l'occupant français, de même, en 1878, les Kanaks se révoltèrent, mais ils étaient déjà bien moins nombreux, puisqu'il y avait eu l'impact des maladies, l'impact des violences, et de 800 000, 900 000 ou 1 million, on était tombé à peine une trentaine de milliers de Kanaks. Le chef de leur révolte s'appelait Ataï. Et cet Ataï fut vaincu par l'armée française, ses mains et sa tête coupées, ainsi que celle du chaman du village, et le tout transporté au musée de l'homme dans un bocal, où il resta jusqu'à ce que ses restes soient évoqués de nouveau à la tribune du Sénat, où se discutait la situation de Calédonie, puisqu'il y avait à nouveau une grande révolte. Et en 1986, je fus le sénateur qui demandait que l'on restitue aussitôt les restes d'Ataï, grand chef de la révolte et grand chef coutumier, à sa famille, à sa tribu. C'est dire que l'histoire longue de la Nouvelle-Calédonie en tant que colonie est une histoire faite de tragédie et faite de honte pour notre pays et son comportement. Mais bien sûr, le résultat a été très rapide à se montrer. Dans le dictionnaire de 1953, dictionnaire Larousse, il est écrit « Kanak, ethnie en voie de disparition ». Si bien que c'est avec surprise que l'Hexagone, je veux dire le territoire de la France sur le continent européen, découvrit qu'il n'en était rien et que non seulement les Kanaks n'avaient pas disparu, mais gardaient intact leur volonté de reprendre le contrôle sur leur existence en tant que peuple. Et c'est ainsi que, dans la fin des années 80, s'est reconstituée une résistance à la colonisation.
Et dans le même temps, bien sûr, les générations s'étaient succédées du côté des Européens, soit qu'ils soient les descendants des déportés, soit que d'autres soient venus sur place et s'y soient installés de longue main. De la même manière, on y avait déporté les communards, dont la plupart revinrent en France continentale européenne, mais dont un certain nombre restèrent sur place. Parmi les figures de la Commune de Paris déportée en Calédonie, à partir de 1871-72, il y avait Louise Michel. Et vous saurez, pour l'honneur de la gauche française, que cette femme a refusé de combattre l'insurrection des Kanaks de 1878. Donc le peuple kanak, réapparaissant politiquement dans la fin des années 80, reprend sa lutte, constitue un front national de libération, et bien sûr, du côté des Européens, se constitue une opposition absolue à cette indépendance. C'est une terre sur laquelle la violence a toujours été extrême du fait même de la colonisation qui, la première, brutalisait, tuait, assassinait, déportait en masse. Si bien que, par adversité, les Kanaks eux-mêmes se sont organisés et ne se sont pas laissés faire. Mais je voudrais dire qu'ils témoignèrent dans ces circonstances d'une patience dont on n'a pas idée en France hexagonale. Ainsi, vous saurez que l'homme politique qui dirigeait le FLNKS dans les années 80 et que j'ai eu l'honneur immense de rencontrer et avec lequel j'ai pu discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie tel qu'il s'est ensuite dessiné. Jean-Marie Djibaou. Jean-Marie Djibaou a vu ses frères assassinés à l'occasion d'un guet-apens sur une route où l'on avait abattu des arbres, creusé des tranchées dans ces arbres pour y poser des fusils, installé de quoi éclairer le sentier pour y tuer tout le monde, puis les morts furent brûlés, séance tenante sur place. Jean-Marie Djibaou, comme un chef politique avisé, tout en menant la direction du combat pour l'indépendance, sut à temps saisir la balle au bond qui se présentait après la victoire de François Mitterrand en 1988 pour accepter que des discussions aient lieu et qu'un terrain d'entente soit trouvé sur l'avenir du territoire avec les autres populations du territoire, c'est-à-dire les Européens, mais aussi les ressortissants de Wallis et Futuna, autre territoire aujourd'hui français, qui étaient venus en fort grand nombre en Nouvelle-Calédonie, où on les assurait qu'ils trouveraient leur métier et la possibilité pour eux de mener leur vie. Ils y sont dorénavant, sur place, plus nombreux qu'ils ne sont sur le territoire de Wallis et Futuna, si bien que l'on tient comme une plaisanterie, de leur part, quand ils disent « si nous retournons à Wallis, nous ferons couler l'île tant nous sommes nombreux ». Ainsi, le territoire de la Nouvelle-Calédonie, depuis la conquête coloniale de force, se trouve contenir des populations qui estiment chacune à leur manière y avoir des droits. Mais il est évident que les droits du peuple premier sont les premiers des droits. Il est évident également que ceux qui veulent garder leurs attaches à la Grande Terre, aux îles Loyauté, à Bélep, à l'île des Pins, c'est-à-dire à la terre de Calédonie, ne peuvent y demeurer que dans le cadre d'une vie vécue ensemble avec les autres communautés. Il est donc vain de penser une fois de plus que qui que ce soit puisse régler les problèmes par la force. 170 ans d'occupation n'ont diminué en rien la volonté des Kanaks de dominer leur propre destin, alors même qu'ils sont passés aux limites de la disparition en tant que peuple sur cette terre. De la même façon, il est souhaitable pour les autres communautés qu'elles comprennent qu'il n'y a pas d'issue de force. Les Wallisiens l'ont très bien compris, qui ont constitué leurs propres organisations politiques et se trouvent travailler en étroite collaboration avec les organisations kanaks indépendantistes. La population européenne doit le comprendre. Et je suis certain, parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles à l'Assemblée nationale française, en entendant un des députés européens de la Calédonie tenir des propos que j'estime être des propos totalement raisonnables, comprenant qu'il n'y a pas d'avenir sans l'institution d'une citoyenneté commune à tous les Calédoniens, mais qui soit respectueuse
des décisions qui ont été prises pour rendre possible la paix et rendre possible cette citoyenneté commune. Quelles sont-elles? Eh bien, de respecter la parole donnée, ce qui a été dessiné dans des accords que l'on qualifie de Nouméa ou d'Inno, sous la primature de Michel Rocard et de ceux qui l'entouraient à ce moment et qui ont conduit, avec une sagesse qu'il faut leur reconnaître, avec un doigté qu'il faut reconnaître, ainsi que les autres personnes qui ont pris des responsabilités dans cette situation, notamment la responsabilité d'être haut-commissaire, d'avoir su mener la Calédonie pendant 40 ans, pacifiquement, jusqu'au point où, à un moment donné, les organisations politiques kanaks ont gagné la majorité au Congrès du territoire, qui est une organisation particulière qui permet une citoyenneté de la Calédonie. Et c'est ce chemin de paix, il avait été convenu de le marquer par des référendums, pour savoir si l'on voulait ou non l'indépendance. Les 2 premiers référendums ont répondu non à l'indépendance. Et bien sûr, c'est une situation compliquée qui se présentait alors. Il fallait la manier avec doigté, en écoutant et par le dialogue, dégager une issue commune. Aussi longtemps qu'on n'avait pas trouvé une issue commune, que le vote soit oui à l'indépendance ou non à l'indépendance, si ça avait été oui à l'indépendance, dans quelles conditions les autres communautés que Kanak auraient-elles pu participer à l'avenir calédonien? Et si c'était non et que la Calédonie reste française, alors dans quelles conditions le peuple kanak colonisé et les autres communautés gardaient leur droit à ce territoire? Voilà ce qu'il fallait faire. La date qui avait été fixée pour le 3e référendum était 2022. Et voici que soudain, le président Macron décide qu'on va faire les élections plus vite parce qu'il était persuadé de les gagner. Mais à ce moment-là, il n'était pas possible de faire le référendum et les Kanaks avaient dit qu'ils n'acceptaient pas ce référendum parce qu'ils étaient dans la période du deuil coutumier qui accompagnait l'épidémie de Covid. Dès lors, l'aspect essentiel de tous les accords qui avaient été contenus jusque-là, c'est que ceux qui avaient le droit de voter concernant la Calédonie étaient habilités à voter dans le cadre de la citoyenneté calédonienne, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions d'antériorité, d'installation sur le territoire, telles que ce n'est pas tout le monde qui votait. Et cette disposition particulière faisait qu'il y avait en France des gens qui n'en étaient pas d'accord. La question fut tranchée en France par référendum. Et c'est bien dans la loi et dans la Constitution qu'il a été dit que la situation telle qu'elle était en Calédonie était irréversible. Quelle situation? Celle où la France, par son texte de référendum, reconnaît que la Calédonie a été colonisée et qu'il y a au moins 2 peuples en Calédonie. Si donc il y a 2 peuples, dont l'un est colonisé par l'autre, ainsi que l'a décidé le peuple français, alors la situation est particulière et on ne peut pas compter à l'intérieur du corps électoral tous ceux qui se trouvent là, comme c'est par exemple le cas si vous êtes à Bordeaux et que si vous y êtes depuis 6 mois, vous êtes inscrit sur les listes électorales et vous participez à toutes les élections qui ont lieu à Bordeaux ou à Lille ou à Marseille ou à Brest et où vous voulez sur tout le territoire national. Il faut bien comprendre l'importance de cette question. J'avais prévenu tous ceux qui avaient à en connaître avant le référendum que c'était une erreur de l'organiser sans avoir l'accord des Kanaks. Car alors, on brisait toute la logique des accords qui avaient été signés jusque-là. Il n'y avait plus 2 peuples, on change le corps électoral. Comprenez bien de quoi je suis en train de vous parler. Le corps électoral étant changé, c'est 25 000 personnes de plus qui peuvent voter sur ce petit territoire où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est l'équivalent, si on le faisait en France hexagonale, ici sur le continent, que quelqu'un décide que 7 millions d'étrangers auraient tout d'un coup le droit de voter aux élections nationales. Voilà de quoi il s'agit. J'ai vu les choses les plus extraordinaires et les plus stupides se dire à ce sujet. Beaucoup étaient persuadés qu'il ne se passerait rien. Le président Macron a écouté les mauvais conseillers qui lui ont dit « il ne se passera rien ». Vous pourrez passer en force, comme avec les Gilets jaunes. Vous pourrez passer en force, comme pour les 64 ans comme âge de la retraite. Persuadé qu'il était que puisque le peuple français ne réagit pas vraiment bien longtemps, alors il peut faire ce qu'il veut. Je le redis, 170 ans d'oppression n'ont pas suffi
à briser les Kanaks. Personne n'y arrivera jamais. Et c'est la raison pour laquelle toute violence est condamnée à n'engendrer que de nouvelles violences. Nous en sommes déjà à 6 morts. Ne croyez pas un instant qu'en tuant ou en réprimant, on fera cesser quoi que ce soit. La jeunesse kanak, dorénavant fort heureusement plus nombreuse qu'elle ne l'a jamais été, est là sans perspective, sans espoir, sans emploi digne de l'énergie qu'elle voudrait y mettre. D'autres, en majorité, sont au chômage. Le peuple kanak ne s'y habituera jamais. Sa réclamation de dignité restera toujours la plus forte. Tout le monde peut comprendre ça. Il n'y a aucune raison de continuer dans cette ligne d'action. C'est la raison pour laquelle, au moment où est venue la loi à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, lundi dernier, qui devait permettre de changer le corps électoral, les insoumis s'y sont opposés en disant « Vous commettez une erreur terrible, vous allez mettre le territoire à feu et à sang. » Et on nous a ri au nez en disant que nous étions, cette fois-ci, nous n'étions plus des islamo-gauchistes, mais nous étions les agents d'étrangers. Ce que j'avais déjà entendu en 1986, où l'on m'avait accusé d'être un agent des Russes. Cette fois-ci, nous aurions été les agents d'un autre pays, l'Azerbaïdjan. Tout ça est grotesque. Nos voix auraient dû être entendues. Maintenant, voici que la catastrophe est consommée. L'insurrection a lieu, la guerre civile ne nous mène nulle part. Il faut retirer ce texte. Il faut le retirer immédiatement. Il ne faut pas convoquer le Congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat qui doit l'adopter définitivement. Il faut mettre en place une commission du dialogue comme nous avons proposé de le faire dès les discussions de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale, puis dans les débats à l'Assemblée nationale. Voici qu'à présent, le président de la République a dit qu'il était d'accord avec une mission du dialogue. 2 personnes se sont prononcées pour la mener. Le président du Sénat et Mme Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française. Naturellement, ce sont 2 personnalités importantes et représentatives des institutions de la République française. Mais je me permets de dire qu'elles ne sont pas les personnalités qui peuvent régler un problème de cette nature, dans la mesure même où elles sont les présidentes des 2 assemblées dans lesquelles, personnellement, elles ont pris chacune la position favorable à la réforme. Et par conséquent, même si leurs intentions sont les meilleures du monde, elles ne symbolisent pas la volonté de retirer le texte, elles ne symbolisent pas la volonté de recourir au dialogue plutôt qu'à la force. Alors, qui pourrait mener cette mission du dialogue? Il se trouve que des responsables de très haut niveau, de régions et départements de l'outre-mer actuels, se sont exprimés ensemble. Et je veux vous lire leur texte, car sinon, vous n'en entendrez jamais parler nulle part. Voici d'abord quelles sont ces personnes. Premièrement, Huguette Bello, présidente de la région La Réunion. Guy Losbar, président du conseil départemental de la Guadeloupe. Serge Lechtimi, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique. Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane. Younous Omarji, député européen, président de la Commission des régions au Parlement européen. Robert Cowie, sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Karine Lebon, Emeline Kbibi, Jean-Hugues Ratenon, Frédéric Maillot, Perceval Gaillard, Madame Evelyne Corbière-Naminzo, sénatrice de la Réunion. Temataï Le Gaïc, Steve Chailloux et Mereana Red Arbelot, les 3 députés de la Polynésie française. Giovanni William, député de la circonscription de Martinique, ainsi que Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor. Enfin, Franz Gums, député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Olivier Servat, député de la Guadeloupe, ainsi que Max Mathiazin, député de la Guadeloupe, et Élie Califère. Ainsi, ce sont pour l'essentiel les députés et les élus des territoires de l'outre-mer se concertant entre eux qui ont pris la résolution de s'avancer sur la scène et de faire une proposition que je vous lis. En reconnaissant l'existence d'un peuple autochtone et colonisé, l'accord de Nouméa en 1998 a ouvert la voie à un processus de décolonisation et d'évolution institutionnelle
pacifiée. Alors que les accords de Nouméa prévoyaient une composition précise du corps électoral, le projet de loi constitutionnelle présenté par le gouvernement revoit les modalités d'organisation des scrutins pour définir l'avenir du territoire calédonien. En effet, ce projet de loi constitutionnelle organise l'ouverture du scrutin provincial calédonien aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Cette modification, sans accord de tous les partenaires, constitue une trahison de l'esprit et de la lettre des accords de Matignon et de Nouméa. Les révoltes qui frappent la Nouvelle-Calédonie ont causé la mort de 6 personnes. Nous adressons nos condoléances aux familles des personnes décédées et à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie kanaki. Je m'associe bien sûr à cette émotion. Face à cette situation d'insurrection, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. La réponse sécuritaire qui consiste à mettre en place des mesures exceptionnelles, telles que l'interdiction de circulation, l'assignation à résidence, des perquisitions, ainsi que l'envoi par centaines de policiers et de gendarmes supplémentaires, n'apporte pas de solution. Ces réponses répressives risquent d'engendrer une spirale de violence et de compromettre le retour au calme attendu. Seule la réponse politique mettra fin à la montée des violences et empêchera la guerre civile. Nous, élus des Outre-mer, demandons solennellement au gouvernement le retrait immédiat du projet de loi de réforme constitutionnelle visant à changer le corps électoral pour les élections en Nouvelle-Calédonie kanaki, comme préalable à la reprise d'un dialogue apaisé avec l'ensemble des parties prenantes en renouant avec l'accord des esprits de Nouméa, des accords de Nouméa, pour la construction d'un avenir commun. Ce texte donne la garantie aux populations de la Nouvelle-Calédonie que la loi serait retirée. Ce texte donne comme issue la reprise du dialogue. C'est pourquoi je crois que les personnes qui l'ont signé, ou du moins les présidents des régions ultramarines, sont les personnes les mieux placées pour faire la proposition qui permette de ramener la paix et l'immédiat arrêt de l'escalade qui a lieu sur le territoire. Je vous le redis, si vous acceptez le recours à la force, peut-être, mais ce n'est pas sûr, obtiendrez-vous un répit qui sera naturellement marqué par des morts et des arrestations brutales. Alors nous n'aurons pas la paix, car immanquablement, dans la génération de la jeunesse kanak, naîtra ceux qui viendront à la suite des précédents poursuivre le combat pour l'indépendance de la Calédonie. Vous n'avez pas d'autre issue que la recherche de la paix par le dialogue et un nouvel accord. Et je vois que les opinions évoluent. Ainsi vous ai-je dit il y a un instant, l'un des parlementaires d'origine européenne a fait à la tribune de l'Assemblée nationale, du moins quand je m'y trouvais, c'est-à-dire jusqu'à 2017, a tenu des propos extrêmement raisonnables et responsables, bien sûr en tenant compte du fait qu'il n'est pas indépendantiste, mais il est partisan d'une souveraineté calédonienne acceptée par toutes les parties prenantes à la vie de la Nouvelle-Calédonie. J'observe que ceux qui avaient le ton le plus bravache et le plus violent, comme l'extrême droite du Rassemblement national, après avoir dit qu'elle voulait qu'on abolisse le gel du corps électoral, après avoir dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de ce référendum, s'est trouvée soudain personnellement absente des débats à l'Assemblée nationale quand est venue la loi qui instaurait le nouveau corps électoral. Eh bien maintenant, elle nous dit, et lui, M. Bardella de même, que finalement, une chose dans l'autre, il demande qu'on retire la loi qui modifie le corps électoral et se prononce pour un référendum dans 40 ans, disent-ils, c'est-à-dire pour un référendum. Et qu'ils veuillent bien admettre l'idée, après leur conversion à notre position politique, qu'ils veulent bien admettre l'idée que la date du prochain référendum n'a pas à être fixée par Mme Le Pen, ni par qui que ce soit d'autre que les parties prenantes à l'avenir commun de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les Kanaks, les populations d'origine européenne et wallisienne, étant entendu que les premiers des droits sont au peuple premier, les Kanaks. Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut savoir. Si je vous en parle avec cette force, c'est parce que comme ils sont loin, comme ils sont peu nombreux, comme nombre de dirigeants politiques des différents partis n'y connaissent rien, ne s'y sont jamais intéressés, ne se sont jamais exprimés sur le sujet,
depuis les discussions qui ont permis les accords de Nouméa et la paix rétablie en Nouvelle-Calédonie, comme nous-mêmes les insoumis, par ceux qui dirigent notre mouvement, nous sommes liés de très près. Et d'ailleurs, 3 jours avant le vote, une délégation insoumise dans la personne de Bastien Lachaud et de la députée Danielle Obono était présente sur le territoire pour faire le point avec les uns et les autres en entendant tout le monde de ce qu'était la volonté commune. Et ils sont revenus en nous disant « si quelqu'un met le feu aux poudres, cela explosera ». En nous disant « la situation sociale et économique est terrible ». En nous disant « une bonne partie dorénavant de la population d'origine européenne se joint aux Wallisiens et aux Kanaks pour ne pas vouloir d'un retour de la guerre ». Aujourd'hui, des milices composées par des Européens se mettent en mouvement et se sont mises en mouvement contre les barrages des Kanaks. Tout ça est absurde. Et voici que maintenant, sur un territoire où il y a 40 000 armes qui circulent, des gens se dressent les uns contre les autres. Que croyez-vous que cela peut donner? J'apprends que les CRS que l'on a envoyés là-bas en renfort pour reprendre le contrôle, nous dit-on, de la route qui va de l'aéroport, la Tontuta, jusqu'à Nouméa. Et en effet, les barrages ont été brisés. Qui est assez sot pour croire que les barrages de cette nature ne seront pas très vite reconstitués et qu'il ne suffira pas de sauter comme des cabris en répétant le retour au calme pour que celui-ci revienne. Je l'ai dit, la volonté des uns et celle des autres doit être canalisée dans le fil du dialogue. Et si ça n'est pas le cas, il n'y aura que de la violence. J'ai été stupéfait de voir le rapport de la loi sur le changement du corps électoral à l'Assemblée nationale, député lui-même de la Calédonie, M. Metzdorf, dire que, bien sûr, on pensait qu'il y aurait des problèmes, mais que personne ne pouvait prévoir que ce seraient des émeutes. Comme il est étrange d'entendre un député dire que personne ne pouvait prévoir ce que n'importe quel député est capable de dire ailleurs sur la population de son territoire. C'est donc qu'il vit hors du temps, hors de l'espace, hors des populations réelles, car sa circonscription est une circonscription qui, pour l'essentiel, couvre le territoire de la province Nord, qui est aujourd'hui administrée sur la base du suffrage de la citoyenneté calédonienne par des Kanaks. Il ne sait donc même pas ce qui se passe sur le territoire de sa propre circonscription et il souhaiterait que le renseignement le lui apprenne. Pour l'instant, c'est vous, monsieur le député, qui dites que la Calédonie étant française, elle doit être traitée comme le reste des départements français. Eh bien, dans le reste des départements français, ce ne sont pas les services de renseignement qui interviennent pour faire connaître la situation, ce sont les élus, les députés, les conseillers généraux, les conseillers territoriaux, et ils portent cette parole dans les assemblées dans lesquelles ils sont élus. Voilà pourquoi, quand on est à ce point, on ne peut qu'être consterné que le président de la République, pour prendre ses décisions concernant la suite des événements en Calédonie, convoque un conseil de défense. Un conseil de défense, c'était déjà absurde contre la Covid. Ça l'est tout autant à propos d'un conflit de cette nature. Personne en Nouvelle-Calédonie n'est l'ennemi d'un Français. Personne, je le redis. Aucun Kanak, aucun Wallisien, aucun Européen n'est l'ennemi d'un quelconque des Français de l'Hexagone. Et il n'y a nul besoin de s'imaginer être en guerre pour affronter la situation. Il faut des solutions civiles et pacifiques, à moins que le président de la République ait décidé de convoquer un conseil de défense parce que cette structure lui permet à lui et à ceux qui prennent les décisions avec lui de ne plus jamais pouvoir être jugés pour la valeur des décisions qu'ils prennent, comme ce fut le cas pendant la période de la Covid, où il n'y avait aucune raison de convoquer un conseil de défense pour décider des mesures à prendre, même après ce discours ridicule sur la guerre au Covid, mais qui fut fait pour éviter que d'autres que la ministre de la Santé se retrouvent convoqués par la justice et notamment par le tribunal de la République. Voilà, mes chers compatriotes, il y va de la paix entre des gens qui ne méritent d'aucune manière de mourir, que ce soit des Kanaks, que ce soit des Caldoches européens en Calédonie, que ce soit des Wallisiens, que ce soit des gendarmes, que ce soit des CRS. Nul ne mérite de mourir parce que des dirigeants ont été incapables de comprendre une situation, de la maîtriser et de faire des propositions qui fassent avancer tout le monde.
Je le dis parce que nul ne doit mourir. Je le dis parce qu'il s'agit de notre patrie, la France, qui, pour la première fois, connaissait un processus de décolonisation dans la paix. Et vous savez comme moi que des indépendantistes, il n'y en a pas qu'en Calédonie. Il y en a, pour les raisons que tout le monde peut comprendre, dans maints territoires insulaires de la République française, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Corse, que ce soit en Guyane, qui, entre autonomie, indépendantistes, en toute hypothèse, réclament des changements, qu'un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, il faudra accepter de discuter parce qu'ils sont la condition de la paix, et j'ajoute, la condition pour vivre ensemble. Alors, en toute hypothèse, il n'y a pas d'autre solution que l'action politique. Accepter la médiation de qui se proposerait pour la réaliser, fût-ce un insoumis. Mais en toute hypothèse, vous avez sous la main déjà les présidents des régions ultramarines qui sont les mieux placés pour comprendre de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, comment parler à des populations qui se sont senties humiliées, déniées, oubliées, ignorées et pour finir, martyrisées. Il faut que la paix vive en Calédonie si l'on veut que la France y vive d'une manière ou d'une autre. Il faut que la paix soit rétablie en Nouvelle-Calédonie par des accords politiques et pas par des coups de matraque, ni par des tirs. Il faut que la paix soit rétablie par la politique et le dialogue et que soit retiré le texte qui a mis le feu aux poudres. Alors, on pourra envisager la suite. Et il n'y a aucune suite qui soit déshonorante pour la France si cette suite est respectueuse des peuples qui la composent aujourd'hui.